Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Alors on s'intéressait d'abord au VTC au Maroc, les voitures avec chauffeur, voitures de tourisme avec chauffeur. C'est ça ce que ça veut dire VTC, qui exige en tout cas un cadre légal pour exercer leur métier. Et oui, et ce que raconte Maroc Diplomatique, c'est avant tout une réalité déjà bien ancrée dans le quotidien des Marocains. Les VTC sont là, ils fonctionnent, mais ils veulent désormais sortir du flou. Et depuis plusieurs jours, le ministère de l'Intérieur reçoit un afflux inédit de demandes de chauffeurs VTC. Plus d'1 millier de requêtes ont déjà été déposées. Et ces chauffeurs ne demandent pas une tolérance informelle, ils demandent noir sur blanc des autorisations officielles pour exercer légalement. Les dossiers sont déposés via le syndicat démocratique du transport et contiennent des informations précises, l'identité des chauffeurs, mais aussi les plateformes numériques à travers lesquelles ils travaillent. En clair, le secteur veut se structurer et pour beaucoup, c'est peut-être le signe que la régularisation longtemps attendue est enfin en train de se dessiner. Et Express rappelle surtout pourquoi ces chauffeurs se tournent vers le ministère de l'Intérieur. Eh bien, le ministère du Transport et de la Logistique a officiellement indiqué ne pas être compétent pour délivrer ces autorisations. Et dans ce contexte, les chauffeurs s'adressent donc directement à l'intérieur pour tenter de faire avancer le dossier et accélérer l'adoption d'un texte législatif. Une position qui fait écho aux déclarations du ministre de l'Intérieur, Abdelwafel Ftit, devant la Chambre des représentants qui disait « Demain, il y aura des applications. On ne peut pas ne pas suivre l'évolution de l'époque. » Autrement dit, l'État reconnaît que cette pratique existe, qu'elle est installée et qu'elle doit désormais être organisée dans un cadre juridique clair. Et puis, il y a le terrain raconté par Bladi.net. À Marrakech, un chauffeur VTC est interpellé après avoir transporté des passagers sans autorisation. Lors du contrôle, la situation dégénère, refus d'obtempérer, circulation sur le trottoir, fuite en sens inverse. Un policier est directement mis en danger, tout comme les autres usagers de la route. La scène est filmée, relayée massivement sur les réseaux sociaux et le chauffeur est finalement placé sous enquête judiciaire. Et cet épisode illustre très concrètement ce que peut produire l'absence de cadre clair, des contrôles tendus, des confrontations et parfois des comportements à risque. Et c'est précisément ce type de situation que la régularisation demandée par les chauffeurs VTC entend éviter dans un secteur déjà bien présent mais encore juridiquement non reconnu. La famille de Patrice Lumumba demande réparation devant la justice belge. Oui, 65 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, Actualité CD annonce que la justice belge rouvre un dossier que beaucoup pensaient définitivement fermé. À Bruxelles, la famille du Premier ministre congolais est venue demander justice et vérité. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans d'enquête, le parquet fédéral belge a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Étienne Davignon, ancien diplomate belge aujourd'hui âgé de 93 ans. Il est notamment poursuivi pour traitement inhumain et dégradant à l'encontre de Lumumba. Et pour les avocats de la famille, c'est une étape cruciale vers la réparation d'une blessure historique, toujours bien ouverte en RDC. Et pendant que la justice s'active à Bruxelles, à Kinshasa, le média congolais Ouragan.cd nous rappelle que la mémoire de Patrice Lumumba continue de vibrer. Le 17 janvier dernier, à la place de l'échangeur de Limete, lieu hautement symbolique, des activités culturelles ont marqué l'anniversaire de son assassinat. Expositions, performances artistiques, musique, théâtre. L'hommage dépasse le simple souvenir. Il s'agit de rappeler que Lumumba n'est pas qu'une figure du passé, mais un repère politique, culturel, mais aussi identitaire. Et ce que souligne Libération, c'est que ce possible procès dépasse largement le cas Lumumba. Il pose une question fondamentale. A-t-on encore le droit de reconnaître la vérité 65 ans après un crime colonial? La famille Lumumba le dit clairement, il ne s'agit pas seulement de juger un homme, mais de reconnaître un système, des choix politiques, des silences assumés. Étienne Davignon, rappelons-le, est aujourd'hui le seul survivant parmi les personnalités visées par la plainte déposée en 2011. Et si un procès s'ouvre, ce serait une première, celle d'une justice européenne confrontée directement à son passé colonial. Et pour la RDC, c'est un symbole fort. Pour l'Afrique, un précédent. Et pour l'histoire, peut-être enfin une reconnaissance judiciaire, là où il n'y avait jusque-là que des excuses morales. Cette question aussi posée par la presse, allons-nous vers un ordre mondial sans multilatéralisme? Oui, à Davos, Donald Trump est venu présenter sa vision de l'ordre mondial. Le temps revient sur son discours attendu et remarqué. Oui, il a fait le point sur des questions-réponses incertaines, notamment sur le Groenland, où aujourd'hui il exclut officiellement le recours à la force, tout en réaffirmant sa volonté de mettre la main sur ce territoire pour des raisons de sécurité. Le message est clair, Washington entend parler sécurité, intérêt et rapport de force là
où les forums internationaux privilégiaient jusque-là le consensus. Et selon cette posture, elle oblige justement les autres acteurs à se positionner non plus sur des principes abstraits, mais sur des équilibres très concrets. Et face à cette diplomatie de pression, l'Europe s'interroge sur sa propre stratégie et commence à changer de ton. Sur Euronews, Valérie Hayer, présidente du groupe Renew Europe, le dit sans détour, la stratégie d'apaisement est terminée. Selon elle, l'Europe doit avoir une position plus affirmée et faire usage de ses leviers de négociation. D'ailleurs, elle rappelle un chiffre frappant, plus de 1000 milliards de dollars de dettes américaines sont détenues par des Européens. Autrement dit, pour elle, il s'agit de parler le même langage stratégique que les grandes puissances afin de préserver les intérêts européens dans un contexte international un peu plus tendu. Et autre signal fort de cette recomposition, le Conseil de la paix porté par Donald Trump, détaillé par France Info. Il est présenté comme une organisation internationale nouvelle. Ce Conseil vise à intervenir plus rapidement sur certaines crises, notamment au Moyen-Orient. Inspiré aussi des critiques récurrentes sur la lenteur de l'ONU, il repose sur un format plus restreint, avec seulement 60 pays invités à le rejoindre. D'autres s'interrogent sur la coexistence de ce Conseil avec les institutions multilatérales existantes. Et pendant que de nouvelles structures émergent, les institutions, comme on l'a dit, existantes, elles se fragilisent. Infomédia révèle que le PNUD transfère près de 400 postes de New York vers l'Allemagne et l'Espagne en raison de contraintes financières. Ce redéploiement illustre une réalité plus large. L'ONU manque de moyens, le symbole est fort et le multilatéralisme historique se replie pendant que de nouvelles architectures de pouvoir se dessinent ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 janvier 2026. Quel autre 22 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors le 22 janvier 2018, c'est ce 22 janvier dont Non, c'était un jeudi. Dont je vais parler aujourd'hui. Alors ce 22 janvier 2018, à Monrovia, un homme prend les rênes de son pays, le Libéria. Son nom, George Weah. Et George Weah est un président à l'histoire singulière, unique. C'est l'enfant de Claratown, un bidonville de la capitale, un enfant élevé par sa grand-mère, grandi dans la pauvreté, devenu star mondiale du football. Ballon d'or en 1995, c'est le premier Africain à l'obtenir. Et pendant que son pays sombrait dans la guerre civile, lui offrait au Libéria une image de fierté quand l'espoir s'était terni. Son élection, avec plus de 60% des voix, marque un tournant historique. Pour la première fois depuis la fondation du pays en 1822, le pouvoir revient avec un enfant du peuple, hors des élites traditionnelles. Et ce 22 janvier 2018, l'histoire libérienne change de visage, celui d'un président sans costume d'héritier, mais porteur d'un immense espoir populaire, un espoir fragile, immense parfois, un peu trop lourd. Ce jour-là, le Libéria a vu à travers un destin individuel le symbole de la réparation d'une histoire collective. George Weah. Weah. Je l'ai vu dans votre vie. Rectifions. George Weah, tout le monde s'en souvient sur les terrains et ailleurs. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.